Bienvenue sur notre chaîne, Votre Destin. Un jour, au cœur d'une violente tempête, un vieux pêcheur remonta de l'océan un coffre étrange. Ce qu'il contenait n'était pas un simple trésor, mais un secret capable de changer le destin de son village tout entier. Aujourd'hui, nous allons vous raconter cette histoire extraordinaire. Moi, Yves Le Goff, j'ai les os façonnés par le sel et le vent de Kéravel, un petit port de la côte bretonne. Ça fait bien 60 ans que le fracas des vagues est ma berceuse. À tel point que si une nuit je ne l'entends pas, j'ai l'impression de devenir sourd. Mais cette nuit-là, la nuit de la grande tempête, c'était différent. Le hurlement de l'océan n'avait plus rien d'une berceuse. On aurait dit la rage d'un monstre gigantesque, prêt à engloutir notre petit village de pêcheurs niché à flanc de falaise. De ma chambre, j'entendais le vent s'infiltrer par les fentes des volets, puis le bruit strident du toit en tôle de la maison voisine qui s'arrachait. J'avais l'estomac noué. À côté de moi, ma femme, Marie, prie à la Sainte Vierge, ses mains sèches se tordant d'angoisse. Je la comprenais. Qui dans ce village n'a pas peur de la mer? Pour nous, les pêcheurs, elle est la grande faucheuse qui peut nous prendre la vie à tout moment. Pourtant, figurez-vous qu'au lever du jour, après cette nuit d'épouvante, notre caravelle était toujours là. Quelques toits s'étaient envolés, une poignée de pins maritimes avait été déracinée, mais à part ça, tout était miraculeusement intact. Le ciel avait sans doute eu pitié de notre pauvre hameau. Un soleil pâle colorait de jaune la surface d'une mer encore furieuse, qui crachait une écume blanche. L'air était un mélange d'odeurs salines, d'algues et de terre détrempées par la pluie incessante de la nuit. Debout dans ma cour, face à l'océan, j'inspirais profondément ce parfum de chaos. Mon cœur battait la chamade. J'étais soulagé d'avoir échappé au désastre, mais en même temps, une impatience grandissait en moi, celle de repartir en mer. C'est ça, le sang de marin qui coule dans mes veines. 2 jours, sans sentir le roulis du bateau, et je deviens fou. En rentrant, j'ai trouvé Marie qui balayait les débris de bois dans la cour. En me voyant, elle a grommelé. « Regarde-moi ça, Yves. Quel carnage! On a de la chance que notre maison soit solide. J'ai cru mourir de peur cette nuit. » J'ai répondu d'un air distrait, l'esprit déjà ailleurs. Je me suis approché de mon filet accroché à la clôture et j'ai fait semblant d'inspecter les mailles déchirées. Mes mains rudes touchaient le filet, mais mes yeux étaient rivés sur le large. Les gens craignent la mer après une tempête, mais pour un vieux loup de mer comme moi, c'est une opportunité. La mer d'après tempête, c'est une mine d'or. Les bancs de poissons, effrayés, se regroupent et se déplacent en masse. Et parfois, les vagues énormes ramènent des choses inattendues vers la côte. Tu ne penses tout de même pas à repartir en mer, n'est-ce pas? N'y songe même pas. La voix de Marie, dans mon dos, a brisé mes rêveries. Après des décennies de vie commune, un simple froncement de sourcils lui suffit pour savoir ce que je pense. Je me suis retourné en riant. Mais non, tu t'inquiètes pour rien, je voulais juste réparer un peu le filet. J'attendrai quelques jours que la mer se calme. Mais ma voix ne l'a pas trompée. Les mains sur les hanches, le front plissé, elle m'a fusillé du regard. Ne me prends pas pour une idiote. Je lis sur ton visage. Les vagues sont encore hautes comme des montagnes. Tu veux finir en pâté pour les requins? Tu n'as plus 20 ans, tu sais. Je savais qu'elle avait raison, mais quelque chose m'attirait irrésistiblement. L'appel du large. Un appel qu'on ne peut ignorer. J'ai baissé la voix pour l'apaiser. Ne t'en fais pas. J'ai passé ma vie sur l'eau. Je sais mieux que personne quand il faut sortir et quand il faut rentrer. Et puis, Alain, Pierre et Jean-Marie viennent avec moi. Hélas, Elcom, Néles, ce sont des marins chevronnés. Non? On va juste faire un tour près de la côte pour voir, et on rentre aussitôt. Je deviens fou à rester à la maison sans rien faire. Marie, toujours fâchée, m'a lancé un long regard noir avant de tourner la tête. Quelle vie! Épouser un homme qui aime plus la mer que sa femme. Fais ce que tu veux, va où tu veux. Ça ne me regarde plus. Elle disait ça, mais je sentais bien l'inquiétude dans sa voix. Ma décision était prise. Je faisais confiance à mon instinct. L'instinct d'un vieux pêcheur qui a passé sa vie à écouter le souffle de l'océan. Je sentais que cette sortie ne serait pas comme les autres. La mer d'après tempête cache toujours quelque chose d'imprévisible, et j'avais le pressentiment que quelque chose de très spécial m'attendait au large. Quelque chose qui pourrait changer la vie de notre vieux couple. Ou peut être même celle de tout Kéravel.
Face aux vagues encore déchaînées, je me suis fait une promesse. Il le fallait. Il fallait absolument que j'y aille. Une fois la décision prise, il faut agir. Ce midi-là, j'ai commencé discrètement mes préparatifs. Quelques bidons d'eau, un morceau de pâté et une miche de pain que Marie avait mis de côté, et mes outils pour réparer les filets. Je bougeais sans faire de bruit, pour éviter une nouvelle salve de reproches. Je suis sorti, et je suis allé d'abord chez Allen. Allen, c'est mon meilleur ami. Il a un caractère de feu, et il est un peu simplet, mais même à plus de 60 ans, il a une force de bœuf. Quand je lui ai proposé d'aller en mer, ses yeux se sont illuminés. Ah Yves, j'ai des fourmis dans les jambes, je n'en peux plus. Rester enfermé à la maison, ça me rend dingue. Et puis, c'est quand la mer est agitée qu'on attrape les plus gros poissons, pas vrai? Ensuite, nous sommes allés chercher Pierre et Jean-Marie. Pierre était le plus jeune d'entre nous, à peine 30 ans, et c'était notre rameur principal. Jean-Marie, lui, était encore plus âgé que moi, le doyen de l'équipage. Il parlait peu, mais pour ce qui est de la navigation, personne ne lui arrivait à la cheville dans le village. On disait en plaisantant que de l'eau salée coulait dans ses veines à la place du sang. Avec des compagnons aussi fiables, j'étais rassuré. Même face à la mer la plus déchaînée, je n'avais pas peur avec eux. À nous quatre, en grognant et en suant, nous avons poussé mon vieux bateau en bois jusqu'à l'eau. Son nom était le Vent d'Espoir, un nom que mon père lui avait donné des décennies plus tôt, en espérant que chaque sortie soit sans danger. Les vagues déferlaient encore violemment sur la plage, secouant le bateau comme une coquille de noix. Pierre le tenait fermement de toutes ses forces pendant qu'Alain et moi jetions rapidement le matériel à bord. Les villageois, en nous voyant nous préparer, secouaient la tête d'un air inquiet ou accouraient pour nous arrêter. « Yves, la mer est encore trop mauvaise, c'est dangereux. Vous êtes bien pressé. 1 ou 2 jours de plus, ça ne changera rien. » Je me contentais de sourire et de leur faire un signe de la main. Je comprenais leur inquiétude, mais ils ne pouvaient pas comprendre cette pulsion qui saisit un marin à la vue de l'océan. Avec le bruit pétaradant de son moteur, le Vent d'Espoir a fendu les vagues et s'est élancé vers le large. Derrière nous, Kéravel et les protestations de ses habitants s'amenuisaient, avant de disparaître complètement. Devant nos yeux, il n'y avait plus que l'immensité grise de l'océan. La mer était toujours en colère. Des vagues blanches menaçaient d'engloutir notre petite embarcation. Le bateau était soulevé dans les airs, avant de retomber lourdement dans le creux de la vague. On en avait le mal de mer. Pierre, le visage crispé, tenait fermement la barre, des perles de sueur sur le front. Jean-Marie, silencieux comme une statue, scrutait l'horizon. Seul Alain criait encore avec sa bonne humeur habituelle. « C'est ça qui est bon, sentir les vagues. » J'avais raison, Yves, non? Aujourd'hui, on va faire une pêche miraculeuse. Nous nous dirigeons vers notre zone de pêche habituelle, à une dizaine de milles de la côte. C'était une zone profonde, riche en récifs, où vivaient des poissons de grande valeur. D'habitude, c'était un endroit calme, mais aujourd'hui, il était méconnaissable. L'eau n'était pas claire comme d'habitude, mais trouble, et toutes sortes de débris flottaient à la surface, des branches d'arbres, des morceaux de polystyrène, des bouteilles en plastique. En voyant cette eau boueuse, j'ai senti un mauvais pressentiment. De toute ma vie de marin, je n'avais jamais vu la mer de cette couleur étrange. Ce n'était pas seulement de la boue. Il y avait aussi une sorte de reflet huileux, comme une nappe de pétrole. J'ai fait signe à Pierre de ralentir. « Vous n'avez rien remarqué d'étrange » ai-je crié pour couvrir le bruit des vagues. Alain a regardé autour de lui et a hoché la tête. « C'est vrai que c'est bizarre. On dirait l'eau d'une rivière en crue. La tempête a dû retourner tout le fond de la mer. » Jean-Marie, qui était resté silencieux jusqu'alors, a pris la parole. Sa voix était rauque. « Non, c'est le signe d'un courant inhabituel. La tempête a modifié les courants sous-marins. Il faut être prudent. » Les mots de Jean-Marie ont jeté un froid sur le bateau. Personne ne pouvait ignorer son expérience. J'étais du même avis. Il me semblait que le destin nous avait préparé quelque chose de spécial pour cette sortie. Le Vent d'Espoir avançait péniblement sur les vagues, portant 4 hommes remplis d'un mélange d'attente, d'anxiété et de cette peur vague que l'on ressent face à l'inconnu de l'océan. Quand le soleil a atteint son zénith, nous sommes enfin arrivés à notre zone de pêche. Elle était complètement transformée par la tempête.
Les rochers qui nous servaient de repères avaient été brisés par les vagues, il n'en restait que la base. Et l'endroit était étrangement silencieux. Pas une seule mouette, pas la moindre trace des bancs de poissons qui nageaient habituellement ici. Alain s'est mis à grommeler, nerveux. C'est bizarre, ça. Pas un seul poisson à l'horizon. La tempête a dû tous les faire fuir. J'ai essayé de rassurer mes compagnons. Calmez-vous, les poissons sont malins. Quand le courant est trop fort, ils se cachent dans les profondeurs. On verra bien, en jetant le filet. J'ai fait signe aux autres, et nous avons commencé notre travail habituel. Nous espérions que les poissons s'étaient réfugiés en masse dans les profondeurs pour échapper au courant violent. Une fois le dernier filet à l'eau, nous avons coupé le moteur et laissé le bateau dériver librement au gré des flots. Nous avons tous allumé une cigarette. La fumée se mêlait à l'air salin, créant une odeur particulière. Nous avons attendu en silence. Le métier de pêcheur, en plus de la force et de l'expérience, exige de la patience. Il arrivait qu'on attende une demi-journée pour remonter un filet ne contenant que quelques petits poissons, mais il arrivait aussi qu'un seul coup de filet remplisse le bateau. C'était la bénédiction de la mer, et personne ne pouvait le prédire. Une heure s'est écoulée. J'ai senti la ligne du filet se tendre de plus en plus. Mon instinct de marin me le disait. Ça a mordu. J'ai fait signe à mes compagnons. Leurs visages se sont éclairés. Ça y est, les gars, on remonte. Alain, le plus excité, a jeté sa cigarette et a retroussé ses manches. Les veines de ses avant-bras saillaient. Nous avons commencé à remonter le filet. Pierre a mis en marche le treuil, qui a commencé à enrouler le câble dans un grincement. Mais plus on remontait, plus le filet semblait anormalement lourd, plus lourd que tout ce que j'avais jamais remonté de ma vie. Mon Dieu, c'est incroyablement lourd. Yves, cette fois, c'est le gros lot. C'est sûr. On a attrapé un banc de thons entier, criait Alain, tout essoufflé, le visage rouge. Pierre luttait aussi pour contrôler le treuil. La machine grinçait, comme si elle allait se briser. J'étais content, mais une partie de moi restait méfiante. Ce poids n'était pas celui d'un banc de poissons. Un banc de poissons se serait débattu, aurait secoué le filet. Là, c'était comme si on remontait un énorme rocher du fond de la mer, un poids lourd et inerte. Jean-Marie, qui était resté silencieux, a soudain crié « Arrêtez !» Sa voix était si autoritaire que nous nous sommes tous figés. En regardant la corde tendue comme un arc, il a dit « Ce ne sont pas des poissons. Si c'était des poissons, le treuil ne ferait pas ce bruit. Quelque chose de très dur et de très lourd est pris dans le filet. » Les mots de Jean-Marie ont douché notre excitation. Alain a protesté. Jean-Marie, toujours aussi pessimiste. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dessous d'aussi lourd, à part des poissons? C'est peu, être une raie géante. Mais je croyais Jean-Marie. J'ai dit à Pierre d'arrêter le treuil. On va essayer de le tirer à la main. Nous nous sommes mis à 4 pour tirer sur un côté du filet, en criant à l'unisson. 1, 2, 3, is. Nous avons tiré de toutes nos forces, mais le filet a à peine bougé avant de retomber. C'était terriblement lourd. La sueur coulait à flots sur nos visages, les veines de nos fronts étaient gonflées. Après plusieurs tentatives, nous avons enfin réussi à amener une partie du filet près de la surface. Et quand nous avons vu ce qu'il contenait, nous sommes restés pétrifiés. Ce n'était ni un poisson, ni un rocher. Dans notre filet se trouvait un objet rectangulaire, énorme et noir. L'eau de mer s'écoulait, révélant une surface métallique rouillée et couverte de coquillages. Nous nous sommes regardés sans dire un mot. Au milieu de l'immensité de l'océan, sur notre petit bateau, nous, 4 pêcheurs, venions de faire une découverte inimaginable. Qu'est-ce que c'était? D'où ça venait? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Des milliers de questions se bousculaient dans ma tête, sans aucune réponse. La seule chose que je savais, c'est que cet objet silencieux et secret avait dormi pendant des décennies au fond de la mer, et que le destin avait fait de nous, simples pêcheurs, les premiers à le découvrir. Nous étions comme cloués sur place, les yeux rivés sur cet objet en forme de coffre. Il était bien plus grand que ce que nous pensions. Au moins 2 mètres de long pour plus d'1 mètre de large. Il était d'une couleur brun-rouge, celle du métal corrodé par l'eau de mer, et couvert de taches de rouille et de coquillages blanchâtres. On aurait dit un monstre marin préhistorique sortant d'un long sommeil. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Pierre, le premier à parler. Sa voix tremblait, de fatigue ou de choc. Alain, lui, avait oublié sa lassitude, ses yeux brillaient.
Il s'est approché du bastingage pour mieux voir et s'est exclamé. C'est un coffre en fer, Yves. Un coffre en fer. Et si c'était un trésor de pirate? Cette idée a parcouru mon corps comme un courant électrique. Un trésor. Pour nous, qui passions notre vie à lutter contre la mer pour gagner de quoi vivre au jour le jour, le mot trésor était le plus fou de nos rêves. J'ai repris mes esprits et j'ai dit d'une voix basse, « Personne ne sait ce que c'est. Faisons attention et hissons-le complètement sur le bateau. S'il reste suspendu comme ça et que le filet se déchire, tous nos efforts ont été vains. » Mes paroles ont ramené tout le monde à la réalité. Nous avons uni nos forces à nouveau. Certains tiraient le filet, d'autres poussaient avec des gaffes pour hisser le coffre. C'était terriblement lourd. Même en flottant à la surface, le soulever par-dessus le bastingage n'était pas une mince affaire. L'eau qui s'écoulait du coffre inondait le pont du bateau. Après une lutte acharnée, nous avons enfin réussi à le faire glisser à l'intérieur. Il a atterri au milieu du bateau, bloquant presque le passage. Il avait un aspect à la fois ancien et effrayant. Essoufflé, nous nous sommes rassemblés autour de lui. De près, les traces de destruction laissées par le temps et l'eau salée étaient encore plus visibles. L'épaisse tôle était corrodée et s'écaillait à plusieurs endroits. Aux quatre coins, il y avait de grosses ferrures de renfort, mais elles aussi étaient presque entièrement rongées par la rouille. J'ai frappé le côté du coffre avec ma main. Le son était sourd, il était clairement fait d'une tôle très épaisse. Alain, le plus curieux d'entre nous, n'a pas pu se retenir. Il a sorti le couteau de sa ceinture et a commencé à gratter les coquillages collés à la surface. Soudain, il a crié « Eh, il y a des lettres. Il y a des lettres gravées ici. » Qu'est-ce que ce coffre avait bien pu voir, dormant pendant 40 ans, dans les profondeurs froides de l'océan? À côté des chiffres, il y avait des symboles étranges que nous ne comprenions pas. Ce n'était ni de l'alphabet latin, ni des chiffres. On aurait dit un gribouillage, une sorte de triangle et de cercle superposés. Jean-Marie, qui observait en silence, a pris la parole. Ce n'est pas un objet ordinaire. Vu son apparence et ses symboles, il y a de fortes chances que ce soit un bien de l'État. Peut être quelque chose qui appartenait à l'armée. La remarque de Jean-Marie a piqué notre curiosité au vif. Du matériel militaire? Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur? Des armes? Des documents secrets? Ou quelque chose d'encore plus incroyable? L'imagination d'Alain s'est de nouveau enflammée. Et si c'était l'or caché d'un ancien régime? On dit que beaucoup de gens n'ont pas eu le temps d'emporter leur fortune en fuyant après la guerre. Son hypothèse semblait plausible. En 1979, le monde était encore en pleine guerre froide. Un lourd coffre en fer, solidement construit, reposant au fond de la mer. Tous les indices semblaient correspondre à une histoire de trésors perdus. J'ai fait le tour du coffre pour l'examiner de plus près. Sur un côté, il y avait un cadenas de la taille d'un poing, mais il était si rouillé qu'on ne pouvait plus distinguer sa forme originale. Il semblait avoir été solidement fermé il y a très longtemps. J'ai essayé de secouer le couvercle, mais il n'a pas bougé d'un millimètre. Il semblait scellé, comme un seul bloc de métal. L'ouvrir ne serait pas une mince affaire. Le ciel commençait à se teinter des couleurs du soir. Les derniers rayons de soleil perçaient les nuages et coloraient la mer d'une lueur orangée. Il était temps pour nous de rentrer. Mais la plus grande question demeurait. Qu'allions-nous faire de ce coffre? L'ouvrir ici et maintenant, au milieu de l'océan? Ou le ramener à terre? Le crépuscule rougissait une partie du ciel. Notre petit bateau tanguait au milieu de l'immensité, avec en son centre ce coffre secret, tel un monstre marin endormi. Nous étions là, debout ou assis, silencieux, mais nos esprits étaient en ébullition. Qu'est-ce qu'on devait faire? C'est Alain qui a rompu le silence. Son impatience bouillonnait toujours. Il a frappé le coffre de sa main et a dit d'un ton décidé. « On l'ouvre ici, Yves. Je n'en peux plus d'attendre. On a un marteau et un pied de biche à bord. À nous quatre, on devrait bien arriver à casser ce cadenas rouillé, non ?» En entendant cela, Pierre a pâli. Il a agité les mains. « Non, Alain, j'ai peur. Et s'il y avait des armes ou des explosifs de la guerre dedans? Si on l'ouvre ici et que ça explose, on va tous se retrouver au fond de l'eau. » L'argument de Pierre était valable. L'enthousiasme d'Alain est un peu retombé. Jean-Marie, qui réfléchissait depuis un moment, a pris la parole. Sa voix était toujours calme, mais pleine de poids. « Pierre a raison. On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
L'ouvrir au milieu de la mer est trop risqué. De plus, la nuit va bientôt tomber et les vagues se lèvent à nouveau. Si on se concentre sur l'ouverture du coffre et qu'on ne fait pas attention à la météo, on pourrait se mettre en danger. Je pense qu'il vaut mieux le ramener à terre. On réfléchira à une solution une fois à la maison. La sécurité d'abord. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ils attendaient ma décision finale. Honnêtement, j'étais partagé. D'un côté, je mourais d'envie de savoir si ce coffre contenait de l'or et des bijoux ou un terrible secret. Mais de l'autre, mes décennies d'expérience en mer me mettaient en garde contre toute action précipitée. L'océan ne pardonne jamais aux imprudents. J'ai pris une grande bouffée d'air salin du crépuscule et j'ai dit d'un ton ferme, « Jean-Marie a raison. On le ramène à terre. On aura bien le temps de trouver un moyen de l'ouvrir une fois à la maison. Ce n'est pas prudent ici. » Alain était un peu déçu de ma décision, mais il ne s'est pas opposé. Il savait que je changeais rarement d'avis. Nous avons relevé l'ancre et remis le moteur en marche pour rentrer. Le vent d'espoir, alourdi par le coffre, a commencé à bouger péniblement. La vitesse du bateau avait nettement diminué, et le moteur peinait. C'était comme si le bateau lui-même avait du mal à supporter le poids de ce fardeau secret. Sur le chemin du retour, l'atmosphère à bord n'était plus tendue. Elle était remplie de suppositions et d'imagination. Alain était le plus excité, il dessinait toutes sortes d'avenirs radieux. Je vous le dis, s'il y a de l'or là-dedans, j'achète tout de suite un bateau plus grand et plus puissant. Et je construirai une nouvelle maison, pour que ma femme et mes enfants n'aient plus à se tuer à la tâche. Et toi, Yves, tu feras quoi? Je me suis contenté de sourire. Pierre, lui, était plus inquiet. Moi, j'ai peur que ce soit un bien de l'État. Si on l'ouvre sans permission et que ça se sait, on pourrait finir en prison. On ne devrait pas le signaler au maire en arrivant? Jean-Marie a secoué la tête en entendant cela. Comment le signaler alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans? Si on le signale, ils vont tout prendre et on n'aura pas un centime. Il faut d'abord savoir ce qu'il contient. J'entendais leur conversation, mais mon esprit était ailleurs. Je n'étais pas particulièrement avide de trésors. Bien sûr, l'argent rend la vie plus facile, mais j'avais l'impression que le contenu de ce coffre était plus important que de l'argent. Les chiffres, 1979, et les symboles étranges tournaient en boucle dans ma tête. Cela ne ressemblait pas au marquage d'un trésor personnel, plutôt à quelque chose appartenant à une institution officielle et importante. Assis à la proue, je regardais les lumières de Kéravel s'allumer une à une au loin. Mon cœur était un mélange d'espoir et d'anxiété. Je savais qu'au moment où ce bateau accosterait, ma vie, tranquille et peu, être celle de tout Kéravel, ne serait plus jamais la même. Ce coffre ne portait pas seulement le poids du métal, mais aussi celui du destin. Quand, le vent d'espoir, n'était plus qu'à quelques centaines de mètres du quai, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. D'habitude, à cette heure, le quai était désert. Quelques enfants qui jouaient, quelques femmes qui attendaient leur mari, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'était différent. Sous la faible lueur des lampadaires, une foule de gens s'était rassemblée et discutait. On aurait dit un jour, de marcher. J'ai plissé les yeux pour essayer de reconnaître des visages. Presque tout le village semblait être là. C'est bizarre. Pourquoi y a-t-il autant de monde pour nous accueillir ce soir? A murmuré Pierre, qui avait aussi remarqué l'agitation. Alain a ri de bon cœur. Ils ont dû entendre qu'on a fait une prise miraculeuse, et ils sont venus nous féliciter. Les bonnes nouvelles voyagent vite, c'est bien connu. Je n'étais pas aussi optimiste. J'avais un mauvais pressentiment. Et si quelqu'un nous avait vus de loin, remonter le coffre, et avait répandu la rumeur, le bateau a lentement accosté. Avant même que nous ayons eu le temps d'amarrer les cordes, des dizaines de questions ont fusé. Alors, Yves, tu es rentré tard. Bonne pêche? On dit que tu as remonté quelque chose d'étrange de la mer. Montre-nous, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens se poussaient pour essayer de voir à l'intérieur de mon bateau. C'était un chaos indescriptible. J'ai essayé de garder un air détaché, et j'ai répondu vaguement. Pas grand-chose. Les vagues éta't trop hautes, on n'a presque rien attrapé. Laissez-nous passer, on est fatigué. Mais Alain, qui ne sait pas tenir sa langue, criait déjà à tue-tête. La pêche? On s'en fiche. Mes amis, aujourd'hui, on a remonté un vrai trésor. Un vrai trésor. Les mots d'Alain ont eu l'effet d'une allumette sur un tas de bois sec. La foule a poussé un grand « Oh !»
et s'est pressé encore plus près, la curiosité à son comble. J'ai fusillé Alain du regard, et j'ai soupiré. Mais le plus gros problème maintenant était de sortir ce coffre du bateau. Il était si lourd que nous ne pouvions pas le soulever à nous quatre. Finalement, une dizaine de jeunes du village sont venus nous aider. Après de longs efforts, en criant « Is !» Oh !» ils ont enfin réussi à le sortir du bateau et à le déposer sur le sable. Le coffre noir, rouillé et couvert de coquillages, semblait encore plus mystérieux et sinistre sous la faible lueur des lampadaires. Les gens formaient un cercle autour de lui, s'exclamant, pointant du doigt et chuchotant. « Mon Dieu, quel coffre énorme et lourd! Vu son état, c'est sûrement une antiquité. Regardez, il y a des chiffres gravés, 1979. » La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains disaient que c'était un trésor de pirates enfouis, il y a des siècles, et que la tempête l'avait mis au jour. D'autres étaient convaincus que c'était de l'or laissé par l'armée allemande pendant l'occupation. D'autres encore chuchotaient que c'était de la contrebande, quelque chose d'illégal, et que c'était pour ça que je n'osais pas l'ouvrir. Mon petit village de pêcheurs, d'habitude si calme, était en ébullition à cause d'un simple coffre en fer. Le regard des gens sur moi avait changé. Il y avait un mélange de curiosité, d'envie, de jalousie et de méfiance. J'étais fatigué et agacé. Je voulais juste emporter ce problème chez moi, loin des regards indiscrets. Mais la foule ne semblait pas vouloir se disperser. Ils continuaient de nous encercler, nous et le coffre. À cet instant, j'ai su que ma vie prenait une autre direction. Que ce coffre contienne de l'or ou de la ferraille, il m'avait déjà apporté un énorme problème, et ce n'était que le début. Alors que la foule était aussi agitée qu'une ruche, une voix grave et posée a fait taire tout le bruit. « Silence, tout le monde, et laissez passer. » Tout le monde s'est tu et a volontairement ouvert un passage. Du fond du village, M. Guérin, l'ancien instituteur, s'avançait lentement, s'appuyant sur sa canne en bambou verni. Il avait plus de 80 ans, c'était le doyen du village et le plus instruit. Dans sa jeunesse, il avait été dans la marine, avait travaillé à la mairie et savait même lire l'anglais. Dans ce village, sa parole avait plus de poids que celle du maire. L'arrivée de M. Guérin a été comme une brise fraîche, apaisant l'atmosphère surchauffée du quai. Sans regarder personne, ses yeux, encore vifs malgré son âge, se sont concentrés sur le coffre posé au milieu de la plage. Il en a fait le tour en hochant la tête, sa barbe blanche flottant doucement dans la brise marine. Nous nous sommes tous redressés et l'avons salué respectueusement. « Monsieur Guérin, nous rentrons tout juste de la mer. Si vous assez les vesses, eis, domus amejo, bou. » Il a acquiescé et m'a demandé d'une voix douce. « Où as-tu trouvé ça, Yves ?» Je lui ai tout raconté honnêtement. Du moment où le filet était devenu anormalement lourd jusqu'à ce que nous hissions le coffre, en lui montrant les chiffres 1979 et les symboles étranges. Monsieur Guérin s'est accroupi et a plissé les yeux sous la faible lumière. De sa main ridée et sèche, il a caressé doucement les inscriptions, comme s'il touchait une relique sacrée. Le silence sur le quai était assourdissant, des centaines d'yeux suivaient chacun de ses gestes. Après un long moment, il s'est relevé lentement, en soupirant. Il a balayé du regard la foule qui attendait en retenant son souffle, puis il a pris la parole. Ce n'est pas un objet ordinaire. Un murmure d'admiration a parcouru la foule. La qualité de ce métal, la façon dont il a été fabriqué, et surtout ses symboles. Tout indique que c'est un objet qui appartenait à une institution importante de l'État. Peut être l'armée ou un institut de recherche scientifique. 1979 indique la date, et ces symboles sont probablement une sorte d'insigne d'unité, un code qui leur est propre. Le jugement de M. Guérin a eu l'effet d'un coup de marteau. Les rumeurs folles de trésors de pirates se sont tues, mais cela a ouvert la porte à des imaginations encore plus excitantes. Un objet d'une institution importante. Ces mots sonnaient grands et secrets. Les yeux d'Alain se sont remis à briller. Il m'a murmuré. « Tu as entendu, Yves ? Un truc du gouvernement. Alors, il y a sûrement quelque chose de très précieux dedans. Peut être même plus précieux que de l'or. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. L'espoir d'un trésor renaissait, mais cette fois, il semblait plus réaliste et fondé. Monsieur Guérin m'a tapoté l'épaule et m'a dit d'un air entendu. « La chance t'a souri, mon garçon. »
Mais la chance et le malheur sont deux faces de la même pièce. Cet objet n'est pas simple. Il va t'apporter beaucoup de choses. Reste calme et agis avec sagesse. Ne fais pas de bêtises pour un gain immédiat. Pour l'instant, ramène-le chez toi et garde-le précieusement. Chaque chose en son temps. Sur ces mots, il a tourné le dos et a lentement disparu dans l'obscurité. La foule a regardé sa silhouette s'éloigner, puis s'est retournée vers le coffre et enfin vers moi, avec des regards complexes. Le conseil de M. Guérin avait confirmé la valeur du coffre, mais il sonnait aussi comme un avertissement sur les problèmes à venir. Debout sur le quai balayé par le vent, j'essayais de mettre de l'ordre dans mes pensées. La nuit allait être longue. Après les paroles de M. Guérin, j'ai décidé qu'il fallait emporter le coffre chez moi sans plus tarder. Le laisser une minute de plus sur le quai ne ferait qu'aggraver les choses. J'ai de nouveau fait appel aux jeunes du village. Une vingtaine d'hommes, le visage rouge d'effort, ont crié et peiné pour enfin charger le coffre sur un vieux triporteur. La distance entre le quai et ma maison ne dépassait pas 1 kilomètre, mais il a fallu près d'une demi-heure. Les roues du triporteur s'enfonçaient dans le chemin de terre, et le bruit des grincements mêlés au souffle rauque des hommes créait une atmosphère étrange. La foule curieuse nous suivait, formant une procession improvisée. Lorsque le triporteur est enfin entré dans ma cour, Marie était déjà là, les mains sur les hanches, devant la porte. Elle a regardé le gros coffre sale, puis la foule bruyante, et son visage s'est durci. « Mon Dieu, Yves, quelle ferraille as-tu encore ramené à la maison ? Qu'est-ce que c'est, sinon un bloc de métal ? Pourquoi ramener une telle saleté pour encombrer la cour ?» Marie m'a crié dessus sans se soucier des gens autour. Je la connaissais, je savais que c'était sa façon d'exprimer son inquiétude. Je lui ai dit doucement « Calme-toi, ce n'est pas de la ferraille, c'est une bénédiction que la mère nous a offerte. Ce n'est qu'après avoir donné un peu d'argent aux jeunes pour leur peine que j'ai pu fermer le portail et me protéger des regards curieux. Maintenant, il ne restait plus que nous deux et le coffre dans la cour. Sous la lumière jaune de l'ampoule accrochée à l'auvent, il paraissait encore plus étrange. Marie en a fait le tour et a donné un coup de pied sur le côté. Une bénédiction ? Moi, je vois plutôt un problème. Avec ce cadenas tout rouillé, quel fantôme va bien pouvoir l'ouvrir ? Et s'il y avait les os d'un noyé dedans, l'imagination de ma femme m'a fait rire. Je l'ai prise par le bras et je lui ai raconté ce que M. Guérin avait supposé. En entendant les mots « institution importante », son expression s'est un peu adoucie. Elle a arrêté de se plaindre, mais son visage affichait un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle s'est accroupie et, comme M. Guérin, a touché les symboles étranges avec sa main. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas l'ouvrir ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr qu'il faut l'ouvrir, mais pas maintenant. Il faut trouver un moyen. Ce cadenas n'est pas simple. Nous avons examiné le cadenas de plus près. De la taille d'un poing, il était si profondément rouillé qu'il semblait faire corps avec le coffre. On ne voyait même pas de serrure. J'ai essayé de le frapper avec un petit marteau, mais cela n'a produit qu'un son sec, sans le faire bouger. La seule façon de l'ouvrir semblait être de le forcer. Marie m'a regardé en soupirant. J'ai peur que ce soit quelque chose d'interdit ou d'illégal. Notre famille a toujours vécu honnêtement. Je ne veux pas qu'on ait des problèmes avec la justice à cause d'un coffre dont on ne sait même pas d'où il vient. L'inquiétude de Marie était aussi la mienne. Mais la curiosité et l'espoir que cela puisse changer notre vie étaient trop forts. Ils l'emportaient sur la peur. J'ai pris la main de Marie pour la rassurer. « Ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Pour l'instant, laissons-le là. On va bien le surveiller cette nuit et on y réfléchira demain. » Cette nuit-là, j'ai installé une paillasse sur le seuil, à côté du coffre. Je ne pouvais pas dormir dans ma chambre en laissant un trésor aussi secret dans la cour. J'avais peur des voleurs et j'étais anxieux. Allongé, je fixais le ciel étoilé. La brise marine apportait toujours son odeur salée et Caravelle dormait profondément. On n'entendait que le bruit lointain des vagues. Mais dans ma petite maison, un vieux couple ne trouvait pas le sommeil à cause d'un coffre en fer. Il reposait là, lourd et silencieux dans l'obscurité, comme un immense point d'interrogation que le destin avait jeté sur ma vie. J'avais cru qu'en fermant le portail, je me protégerais de tout. C'était une illusion. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, notre cour était de nouveau bruyante. La rumeur du coffre au trésor avait dépassé les limites de notre village pour atteindre les villages voisins. Les gens venaient en scooter, à vélo et même à pied,
parfois de plusieurs kilomètres, juste pour voir le coffre de leurs propres yeux. Ils s'agglutinaient devant le portail, chuchotant et pointant du doigt. Certains grimpaient même sur le muret pour regarder à l'intérieur. Notre maison était devenue, bien malgré nous, une attraction touristique. Alors que je ne savais pas comment gérer cette foule, le maire est arrivé. C'était un jeune homme, de l'âge de mon fils, efficace mais parfois un peu trop à cheval sur les règlements. En le voyant, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je pensais qu'il allait calmer la situation. Il est entré directement dans la cour, a jeté un coup d'œil au coffre, puis s'est tourné vers moi avec un air grave. « Monsieur Le Goff, l'affaire a pris de l'ampleur. Tout le village ne parle que de votre coffre. En tant que maire, je vous demande de coopérer avec l'administration. » Je me suis senti un peu mal à l'aise et j'ai demandé « Coopérer ? De quelle coopération parlez-vous ? Je n'ai fait que remonter ça de la mer. » Le maire a croisé les bras et a dit d'un ton ferme « Selon la réglementation, tout bien sans maître, toute découverte archéologique ou culturelle, doit être signalé et remis aux autorités compétentes pour expertise et traitement. D'après M. Guérin, il y a de fortes chances que ce coffre soit un objet de valeur historique. Vous ne devez ni l'ouvrir vous-même, ni le conserver à titre privé. » En entendant le mot « remettre », le sang m'est monté à la tête. Quoi ? Ce que j'avais risqué ma vie pour remonter de la mer, je devais maintenant le donner gratuitement à l'État ? J'ai haussé le ton. Pas question. C'est un cadeau que la mer m'a fait. C'est moi qui l'ai trouvé. J'ai donc le droit de savoir ce qu'il y a dedans, non ? S'il y a de l'or, je dois le remettre aussi ? Alain et Jean-Marie, qui avaient entendu la nouvelle, sont arrivés et se sont placés derrière moi pour me soutenir. C'est ça, Yves a raison. C'est le fruit de notre travail, on ne peut pas le donner comme ça. La discussion entre le maire et nous s'est envenimée. Il ne faisait que répéter les lois et les règlements comme un perroquet, tandis que nous défendions la logique du pêcheur. Ce que la mer donne appartient à celui qui le trouve. Notre dispute a excité encore plus la foule à l'extérieur. Ils criaient pour nous encourager, et la situation devenait incontrôlable. Le village lui-même commençait à se diviser. Quelques familles qui m'étaient apparentées prenaient mon parti. C'est vrai, quand quelqu'un a un coup de chance, il faut le féliciter, pas essayer de lui prendre. Ce n'est pas comme s'il l'avait trouvé sans rien faire, il a risqué sa vie pour ça. Mais ceux qui connaissaient un peu les lois, ou qui étaient jaloux soutenaient le maire. Le mieux, c'est de le remettre à l'État. Ça ne va faire que créer des disputes et semer la zizanie dans le village. C'est vrai, Tama, pour Ogecom. Ce n'est pas la propriété de Yves, pourquoi voudrait-il le garder pour lui tout seul ? Notre village, d'habitude si paisible et solidaire, commençait à se déchirer à cause d'un coffre en fer. Le regard des gens n'était plus simplement curieux, il était mêlé de jalousie et de reproches. Je sentais une pression énorme sur mes épaules. Le coffre était toujours là, froid et silencieux, mais il avait réveillé le meilleur et le pire chez les gens. Face au maire et à mes voisins, un sentiment de révolte est né en moi. Je ne le donnerai jamais. Du moins, pas avant d'avoir vu de mes propres yeux ce qu'il y a dedans. Avant même que ma querelle avec le maire ne soit terminée, le bruit d'une voiture s'est fait entendre à l'entrée du village. Dans ce petit hameau, même le bruit d'un scooter est rare, alors une voiture, tout le monde s'est tourné, curieux. Une vieille Jeep verte, du genre de celle qu'on voyait souvent dans les administrations à l'époque, s'avançait en cahotant. La voiture s'est arrêtée devant le portail de ma maison en soulevant un nuage de poussière, et les badauds se sont écartés. La portière s'est ouverte, et 2 hommes en civil sont descendus. L'un, la quarantaine, grand, portait des lunettes et avait l'air d'un chef. L'autre, plus jeune et plus agile, tenait une mallette. En les voyant, le maire s'est précipité vers eux, s'inclinant presque pour leur serrer la main. « Monsieur Duval, vous venez de la Drac. Si vous aviez prévenu, je serais venu vous accueillir à l'entrée du village. » L'homme appelé Duval a hoché la tête. Son regard perçant a balayé la foule, puis s'est arrêté sur moi et sur le coffre dans la cour. Sans un mot, accompagné du jeune employé, il est entré dans ma cour d'un pas décidé, comme s'il était chez lui. Le maire s'est empressé de le suivre, en me faisant signe d'entrer pour discuter. Nous nous sommes assis autour de la vieille table en bois dans la maison. Duval s'est présenté comme le directeur de la direction régionale des affaires culturelles et le jeune homme comme son collaborateur. Contrairement au maire, il n'était pas autoritaire. Il parlait d'un ton très calme et poli. « Monsieur Le Goff,
Nous avons appris que vous aviez remonté un objet singulier de la mer, et nous sommes venus pour évaluer la situation. Si cela ne vous dérange pas, pourrions-nous examiner cet objet? J'ai montré la cour d'un geste de la main. Duval est sorti, et a examiné le coffre de manière encore plus minutieuse que M. Guérin. Lui aussi a prêté une attention particulière aux chiffres et aux symboles étranges. Après un long moment, il est revenu avec un air très sérieux et a dit « Monsieur, notre première évaluation indique qu'il s'agit très probablement d'un objet ayant une valeur historique et culturelle. Conformément au Code du patrimoine, de telles découvertes doivent être remises aux institutions de l'État pour être expertisées et conservées. Au nom de la préfecture, nous vous demandons donc officiellement de nous remettre ce coffre. » Ces paroles étaient douces, mais le fond était le même que celui du maire. Encore ce mot, remettre. Ma colère a de nouveau grondé. J'avais passé toute la matinée à me disputer avec le maire, et maintenant je devais affronter des gens de la préfecture. J'ai agité la main et j'ai dit d'un ton agacé « Ne me parlez pas de loi. Je suis un pêcheur. Je n'ai connu que les vagues et les filets toute ma vie. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est donc à moi. Pourquoi devrais-je le remettre? Si je vous le remets, qu'est-ce que j'y gagne? Vous allez l'emporter, dire qu'il n'a aucune valeur, et le garder pour vous, c'est ça? Ou s'il a de la valeur, vous prendrez tout, et je me retrouverai les mains vides, c'est ça? Mes paroles directes ont dû blesser leur orgueil. Le jeune employé a froncé les sourcils et s'apprêtait à dire quelque chose, mais Duval l'a arrêté d'un geste de la main. Il a gardé son calme et esquissé un léger sourire. « Calmez-vous, monsieur. Nous comprenons votre sentiment. L'État ne prend jamais ce qui appartient à ses citoyens. Si cet objet s'avère avoir de la valeur, vous recevrez une récompense conséquente, conformément à la loi. S'il n'en a pas, nous vous le rendrons. La procédure d'expertise est indispensable pour garantir la sécurité et évaluer précisément sa valeur. Et s'il y avait des explosifs ou des produits chimiques dangereux à l'intérieur, le conserver chez vous est très dangereux pour votre famille et pour tout le village. » Sa logique était implacable, douce et menaçante à la fois. Mais moi, un vieux pêcheur qui n'a compté que sur ses propres forces toute sa vie, je ne me laissais pas facilement convaincre par de simples promesses. J'avais vu trop de fonctionnaires dont les paroles et les actes ne concordaient pas. J'ai secoué la tête fermement. Je ne le remettrai pas avant que vous ne me disiez clairement ce qu'il y a dedans et ce que je recevrai en échange. D'ici là, ce coffre restera dans ma cour, et que personne ne s'avise d'y toucher. L'atmosphère dans la maison est devenue tendue comme la corde d'un arc. Duval me regardait, et je soutenais son regard. Un bras de fer venait de commencer, entre un vieux pêcheur et la puissante machine administrative. Le bras de fer a duré jusqu'à midi. Duval ne devait pas s'attendre à ce qu'un vieil homme de la campagne comme moi soit aussi têtu. Il a tout essayé, la persuasion, les articles de loi, et même des allusions aux problèmes que je pourrais rencontrer si je ne coopérais pas. Mais ma réponse était toujours la même, non. Alain et Jean-Marie étaient toujours derrière moi, un soutien indéfectible. La foule devant le portail, loin de se disperser, avait grossi, compliquant encore la situation. Voyant que la situation tournait en sa défaveur, Duval a semblé faire un pas en arrière. Il a fait signe au maire et au jeune employé de sortir, probablement pour tenir un conseil de guerre. Resté seul, j'ai tiré une longue bouffée de ma cigarette pour me calmer. Marie est sortie de la chambre et m'a tendu une tasse de thé en disant d'un air inquiet « Yves, et Sion ?» Je savais ce qu'elle allait dire et je l'ai arrêtée d'un geste de la main. « Ne dis rien, je m'en occupe. » Un instant plus tard, Duval est revenu seul. Il s'est assis en face de moi et a dit d'une voix beaucoup plus douce « Monsieur Le Goff, je vois que vous êtes un homme de principe. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Alors faisons un compromis. Faisons chacun un pas vers l'autre. J'ai une proposition à vous faire, si vous voulez bien l'entendre. » J'ai attendu en silence pour voir où il voulait en venir. « Pour l'instant, le coffre reste chez vous. » Ces paroles m'ont un peu surpris. Mais il y a une condition. Vous ne devez en aucun cas l'ouvrir vous-même. C'est trop dangereux. Sur ce point, vous devez nous le promettre. Il m'a regardé droit dans les yeux. Intérieurement, je n'étais pas sûr de pouvoir tenir cette promesse, mais j'ai hoché la tête. Il a continué. Au lieu d'emporter le coffre, nous allons faire venir les meilleurs experts de la région ici. L'expertise se déroulera sur place, dans votre cour.
Vous et vos amis pourrez y assister du début à la fin. Tout sera fait en toute transparence. Selon les résultats, si c'est un bien national, nous discuterons des modalités et de la récompense qui vous sera due. Si c'est un objet sans valeur, vous en disposerez comme vous le voudrez. Qu'en dites-vous? La proposition de Duval m'a surpris. Elle répondait à presque toutes mes exigences. Le coffre ne quitterait pas ma propriété, et je pourrais superviser tout le processus. C'était clairement une grande concession de la part de l'administration. Ils ne voulaient probablement pas envenimer la situation et se mettre la population à dos. J'ai regardé Alain et Jean-Marie. Ils ont tous les deux hoché la tête en signe d'approbation. Cela semblait être la meilleure solution pour le moment. J'ai réfléchi un instant avant de répondre. D'accord, j'accepte votre proposition, mais promettez-moi que tout se fera publiquement. Si je remarque la moindre chose suspecte, je ne resterai pas les bras croisés. Duval s'est levé et m'a tendu la main. Je vous le promets, monsieur. Nous travaillons dans le respect de la loi et des citoyens. Sa poignée de main était ferme. C'est ainsi qu'un accord temporaire a été conclu. Duval et son équipe sont partis, en promettant de revenir le plus vite possible avec les experts. Le maire a poussé un soupir de soulagement, et la foule, après les explications du maire, s'est lentement dispersée. Enfin, la cour est redevenue calme. Mais mon esprit ne l'était pas. Le coffre était toujours là, comme une bombe à retardement, et cet accord n'était que le calme avant une plus grande tempête. Mais au moins, pour l'instant, le coffre était encore entre mes mains. Alors que l'ombre du soir s'allongeait dans la cour et que le tumulte s'était apaisé, il ne restait plus que nous deux et le silencieux coffre en fer. Je pensais que tout était calmé pour un temps, mais la vraie tempête a commencé à l'intérieur de la maison. Mon fils unique, Julien, qui travaille en ville, a dû entendre la nouvelle et est arrivé en trombe. Il a garé sa moto au milieu de la cour et, sans même dire bonjour, s'est dirigé d'un air sévère vers le coffre. Il l'a examiné, puis s'est tourné vers moi et m'a demandé d'un ton accusateur. « Père, pourquoi as-tu accepté leur proposition? Tu t'es fait avoir. » L'attitude de mon fils m'a surpris. « M'être fait avoir? De quoi tu parles? Ils ont fait des concessions, l'expertise aura lieu à la maison et on pourra y assister. Qu'est-ce que tu veux de plus? » Julien a ricané. Ce ricanement des jeunes, je n'y comprenais rien. « Père, tu es trop naïf. Qu'est-ce que ça change que l'expertise ait lieu à la maison? Ils vont venir avec leur machine, dire que c'est un bien national ou une arme dangereuse, le sceller et l'emporter. C'est tout. Este Jonze. Tu y connais quoi à leur machine pour pouvoir superviser quoi que ce soit? À ce moment-là, tu n'auras plus qu'à croire leurs paroles. Non seulement le trésor de la famille s'envolera, mais tu pourrais même te prendre une amende pour détention d'objets illégaux. Chaque mot de mon fils était comme un poignard dans mon cœur. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi méfiant. Marie est intervenue pour détendre l'atmosphère et a caressé le dos de son fils. « Julien, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles comme ça à ton père? » Ces fonctionnaires avaient sûrement de bonnes intentions. Julien a repoussé la main de sa mère. « Maman, tu n'y connais rien. Tu es comme père. Vous avez vécu si honnêtement toute votre vie que vous êtes faciles à manipuler. De bonnes intentions? Laissez-moi vous dire une chose. Rien n'est gratuit dans ce monde. Pourquoi laisser d'autres personnes juger de la valeur de ce que nous avons remonté au péril de notre vie? Pourquoi ne pas l'ouvrir nous-mêmes d'abord? C'est en sachant ce qu'il y a dedans que nous aurons le contrôle. Et vous donnez ce contrôle à d'autres en attendant qu'ils daignent vous donner quelque chose? Il a montré du doigt le cadenas rouillé. Il suffit de prendre une meuleuse, un coup de disque, et en 5 minutes, c'est réglé. On regarde ce qu'il y a dedans, et ensuite on avise. S'il y a de l'or, on en cache une partie, et on déclare le reste. S'il y a des antiquités, on en met quelques-unes de côté. Pourquoi être bête au point d'être honnête à 100% et de tout perdre? Les paroles de mon fils ont semé la confusion dans mon esprit. D'un côté, il y avait l'honneur d'un vieux pêcheur et une promesse faite. De l'autre, l'avertissement froid et réaliste de mon fils. Je savais qu'il n'avait pas entièrement tort. Le monde d'aujourd'hui était compliqué, et le cœur des hommes difficile à sonder. Ce n'était plus comme à mon époque. Marie aussi a commencé à douter. La peur de perdre une fortune et la méfiance envers le gouvernement grandissaient en elle. Elle m'a regardé d'un air suppliant. « Yves, et si on faisait comme Julien dit? J'ai peur, moi aussi.
Et si ces gens nous trompaient vraiment? On a vécu pauvrement toute notre vie, et maintenant que le ciel nous envoie une bénédiction, on ne peut pas la laisser nous échapper comme ça. La pression de ma femme et de mon fils était plus lourde que celle du gouvernement et des villageois. J'étais comme à la croisée des chemins, ne sachant quelle direction prendre. Si je tenais ma promesse, je risquais de tout perdre et d'avoir des ennuis. Si j'écoutais mon fils et ouvrais le coffre, je devenais un homme sans parole. J'avais vécu honnêtement toute ma vie, sans jamais avoir rien à me reprocher. Et maintenant, à mon âge, devais-je perdre ma dignité pour un coffre en fer? Je me suis assis sur le seuil, et j'ai pris ma tête entre mes mains. Mes pensées étaient un écheveau emmêlé. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison était lourde comme du plomb. Le dîner a été servi, mais personne n'a pu avaler une bouchée. Julien arpentait la maison, le visage fermé, lâchant de temps en temps des phrases comme « Vous verrez, vous regretterez quand vous aurez tout perdu ». Marie ne faisait que soupirer, me regardant avec un mélange de pitié et de reproche. J'étais seul, assis, l'esprit vide. La promesse honorable faite à Duval et le calcul des gains et des pertes présentés par mon fils et ma femme se battaient dans ma tête. J'étais fatigué et impuissant. La nuit était tombée et tout le monde était allé se coucher, mais j'étais toujours seul, assis sur le seuil, à côté du coffre-froid. Cette nuit-là, la lune était particulièrement brillante, éclairant chaque trace de rouille, chaque coquillage, le rendant encore plus étrange. J'ai tiré une longue bouffée de ma cigarette et j'ai expiré la fumée. Et si je me lançais? Les mots de Julien résonnaient à mes oreilles. Il faut garder le contrôle. Mais comment? Si j'ouvrais le coffre et qu'il ne contenait rien de valeur, comment pourrais-je tromper le gouvernement? Alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai entendu des pas à l'extérieur, puis la voix d'Alain qui appelait à voix basse. « Yves, tu dors ?» Je me suis précipité pour ouvrir. Alain s'est glissé à l'intérieur comme une ombre, tenant un sac en toile qui semblait assez lourd. Il a regardé autour de lui, m'a entraîné dans un coin de la cour et a chuchoté. « Je savais que tu te faisais du souci. J'étais dans mon lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Je ne fais pas confiance à ces fonctionnaires. » Il a ouvert son sac. Il était rempli d'outils. Un gros marteau, un pied de biche et même un burin étincelant. J'étais stupéfait. « Alain, pourquoi as-tu amené ça ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'un ton décidé « On le fait, Yves. La nuit porte conseil, mais elle porte aussi malheur. Plus on attend, plus c'est risqué. Qui sait si un voleur ne va pas s'introduire cette nuit, ou si ces fonctionnaires ne vont pas changer d'avis et envoyer des gens le chercher en pleine nuit. C'est à nous de décider de ce qui nous appartient. On l'ouvre et on aura le cœur net. On regarde ce qu'il y a dedans, juste entre nous, et on établit un plan. S'il y a de l'or, on en met un peu de côté pour ne pas tout perdre en cas de problème. Si c'est de la ferraille, on ressoude le tout, et personne n'en saura rien. » Les paroles d'Alain ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il avait mis le doigt sur tout ce qui m'inquiétait. Ma dernière hésitation s'est effondrée. C'est vrai, je ne pouvais pas rester là à attendre. Je devais agir. J'ai regardé Alain, puis le coffre sous la lune. Une détermination de fer est née en moi. J'avais fait une promesse, mais c'était une promesse à des gens en qui je ne pouvais pas avoir entièrement confiance. C'était l'occasion de changer la vie de ma famille et de mes frères, qui avaient partagé avec moi les dangers de la mer. Je ne pouvais pas la laisser dépendre de la promesse d'un autre. « D'accord, » ai-je répondu en serrant les dents. « Mais pas ici. Julien dort dans sa chambre. S'il se réveille, ce sera un problème. Et le bruit réveillera tout le village. » Alain a hoché la tête. J'y ai pensé. Dans le calme de la nuit, nous allions briser notre promesse et découvrir par nous-mêmes la vérité contenue dans ce coffre en fer. Que ce soit une bénédiction ou une malédiction, nous l'affronterions ensemble. Le lendemain matin, avant même qu'Alain et moi ayons pu mettre notre plan audacieux à exécution, Caravelle a de nouveau été secoué. Le calme n'a pas duré longtemps. Cette fois, ce n'étaient pas les villageois curieux, mais des visiteurs inconnus dans des voitures plus luxueuses que celles des fonctionnaires. D'abord, un groupe de jeunes à l'air menaçant est arrivé dans 2 berlines noires. Ils ne sont pas entrés chez moi, mais ont tourné dans le village, jetant des regards vers ma maison et chuchotant entre eux. C'était très suspect. Leur présence a tendu l'atmosphère du village. Juste après, un petit fourgon s'est arrêté devant mon portail.
Des gens avec des caméras sur l'épaule et des carnets à la main en sont sortis précipitamment. Ils se sont présentés comme des journalistes d'un grand quotidien régional, venus écrire un article sur l'histoire du pauvre pêcheur qui avait trouvé un trésor. Ils ont envahi ma maison, posant des questions et pointant leurs énormes appareils photos sur moi, ma femme et le coffre. Les flashs crépitaient sans cesse, m'éblouissant. Ils demandaient où j'avais trouvé le coffre, ce que j'avais ressenti, ce que je pensais qu'il y avait à l'intérieur. Leurs paroles étaient polies, mais j'avais l'impression qu'ils cherchaient plus à obtenir des informations qu'à raconter mon histoire. Le clou du spectacle a eu lieu à midi. Une autre Jeep, différente de celle de Duval, est entrée directement dans ma cour. 3 hommes en civil, mais dégageant une autorité indéfinissable. Ils n'ont pas donné leur nom ni leur fonction, se contentant de dire qu'ils venaient d'un service compétent pour évaluer la situation. L'un d'eux, avec une longue cicatrice sur la joue, m'a regardé avec des yeux de glace et a dit, d'une voix qui tenait plus de l'avertissement que de la suggestion: « Monsieur Le Goff, je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Surtout, ne révélez à personne l'emplacement exact où vous avez trouvé le coffre. C'est une question de sécurité nationale. Compris? Sécurité nationale. » Ces 2 mots m'ont glacé le sang. Qu'est-ce qui se passait? Comment un vieux coffre en fer pouvait-il être lié à la sécurité nationale? L'arrivée de toutes ces personnes aux motivations diverses a transformé mon petit village en une scène de théâtre chaotique. Et à partir de là, la rumeur a enflé et s'est propagée à la vitesse du vent. Les gens ne parlaient plus de trésors. Maintenant, les rumeurs étaient bien plus sombres. Certains disaient que le coffre contenait des documents secrets sur la frontière maritime et que si je l'ouvrais, je serais accusé d'espionnage. D'autres chuchotaient que c'était de la contrebande d'armes et que des gangsters étaient venus le récupérer. Les plus malveillants disaient même que j'étais un espion travaillant pour une puissance étrangère. Mais la rumeur la plus terrible, celle qui a plongé tout le village dans la terreur, est venue d'un endroit inattendu. Quelqu'un aurait surpris une conversation entre des experts de passage qui parlaient du risque que des objets non identifiés repêchés en mer après la guerre puissent contenir des matières dangereuses. Matières dangereuses. Ces 2 mots, en passant de bouche en bouche, se sont transformés en matière radioactive. Les gens ont commencé à chuchoter que mon coffre contenait une bombe sale ou des résidus de défoliants, et qu'il dégageait un poison invisible qui allait propager le cancer et les maladies dans tout le village. La peur de l'invisible est la plus terrible des peurs. La rumeur de la radioactivité a été comme une allumette jetée dans une poudrière. Elle a provoqué une panique collective dans notre paisible Kéravel. La peur d'une mort invisible a balayé la cupidité et la curiosité. Les gens ne me voyaient plus comme un homme chanceux. Ils me voyaient comme la personne dangereuse qui avait amené le malheur sur le village. Le changement a été très rapide. Les enfants qui jouaient habituellement aux billes dans ma cour, maintenant, dès qu'ils me voyaient de loin, criaient « le papy radioactif » et s'enfuyaient. Les voisines qui venaient emprunter un oignon ou un piment, maintenant, passaient devant mon portail en se couvrant le nez et la bouche et en pressant le pas, comme si l'air autour de ma maison était contaminé. Même les marins avec qui j'étais ami, qui la veille encore me tapaient sur l'épaule pour me féliciter, maintenant, quand ils me croisaient sur le quai, se contentaient d'un vague signe de tête avant de s'éloigner discrètement. En un instant, j'étais devenu un paria dans le village où j'avais vécu toute ma vie. Leur peur a atteint son paroxysme un après-midi. Le père Tanguy, un pêcheur avec qui j'avais souvent des différends sur les zones de pêche, est venu chez moi avec une dizaine d'hommes. Ils ne sont pas entrés, mais ont crié depuis l'extérieur du portail. Le père Tanguy m'a pointé du doigt en hurlant « Yves, tu n'as pas honte? Pourquoi as-tu ramené cette saloperie au village pour nous causer tous ces ennuis? Tu veux qu'on meure tous de maladie ?» Un autre a renchéri. « C'est ça. Depuis que ce coffre est là, mon fils tousse toutes les nuits, et il a des plaques sur le corps. C'est sûr, il est contaminé. » Les accusations absurdes se sont intensifiées. Ils exigeaient que je déplace immédiatement le coffre ailleurs ou que je le remette au gouvernement. J'étais abasourdi face à leurs accusations. Derrière moi, Marie pleurait, les mains tremblantes. Mon fils Julien, fou de rage, a voulu aller se battre avec eux, mais je l'ai retenu fermement. Se battre maintenant aurait été jeter de l'huile sur le feu. J'ai regardé les visages de mes voisins, avec qui j'avais partagé les joies et les peines. Maintenant, ils me regardaient avec des yeux pleins de colère et de peur. J'avais le cœur brisé. Finalement,
Le maire est arrivé en courant pour servir de médiateur. Il a promis à la foule de calmer la situation, puis il m'a fait une proposition. Monsieur Le Goff, je sais que vous n'aviez pas de mauvaises intentions. Ibosi. Mais pour rassurer les villageois, que diriez-vous de déplacer temporairement le coffre dans l'ancien entrepôt de la coopérative? C'est loin des habitations et le mur est solide. Ce serait mieux pour la sécurité et pour apaiser les craintes des gens, juste en attendant que les experts arrivent. En entendant la proposition du maire, j'ai compris que je n'avais plus le choix. Garder cet objet chez moi maintenant, c'était comme être assis sur une bombe. Épuisé, j'ai hoché la tête. Le regret m'a envahi. Si je n'avais pas été aussi avide, si je n'avais pas remonté ce problème. Pour un instant de cupidité, j'étais devenu un paria dans mon propre village, et j'avais plongé ma famille dans l'angoisse. Le prix de ce trésor était bien amer. La nuit où le coffre a été déplacé à l'entrepôt du village, Kéravel semblait avoir retrouvé un peu de calme. Mais pour Alain et moi, la nuit a été blanche. La pression des villageois, la menace des inconnus et l'injustice des accusations nous avaient poussés au pied du mur. Nous devions agir. Nous ne pouvions plus attendre. Comme prévu, cette nuit, nous allions ouvrir le coffre. Vers minuit, quand tout le village dormait profondément, je suis sorti de chez moi en cachette. Je n'avais rien dit à Marie et Julien, de peur de les inquiéter. Pour ne pas être repéré, j'ai longé le petit sentier qui borde la plage. La lune était voilée par les nuages, seule la faible lueur des étoiles éclairait mon chemin. La brise marine froide et le bruit des vagues rendaient l'atmosphère encore plus sinistre. J'ai retrouvé Alain sous le grand arbre à l'entrée de la ruelle menant à l'entrepôt. Il était prêt, lui aussi, avec son lourd sac d'outils sur l'épaule. Un vieil homme approchant des 70 ans et un autre ayant dépassé les 60 ans se sont glissés comme des voleurs dans l'entrepôt abandonné. Le cadenas de l'entrepôt était lui aussi rouillé. Alain l'a tiré d'un coup sec et il s'est brisé avec un bruit sourd. En entrant, une odeur de moisie et de toile d'araignée nous a pris à la gorge. Au milieu du vaste entrepôt, sous la faible lueur de ma lampe de poche, le coffre en fer reposait en silence. Il dégageait une aura glaciale. « On y va !» Yves a chuchoté Alain. Sa voix était un mélange d'excitation et de tension. Il a posé son sac d'outils et a sorti un grand pied de biche et un marteau. J'ai éclairé le cadenas avec ma lampe. Il était si corrodé qu'il n'y avait aucune fente. La seule solution était de le casser. Alain a inséré la pointe du pied de biche dans l'interstice, entre le couvercle et le corps du coffre, à côté du cadenas. Il m'a fait un signe. J'ai hoché la tête. Le son sec du marteau frappant le pied de biche a résonné dans l'entrepôt. J'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Nous avons retenu notre souffle et écouté les bruits extérieurs. Heureusement, on n'entendait que le chant des grillons. Au deuxième coup, le pied de biche s'est enfoncé un peu plus, faisant sauter un éclat de rouille. Alain a forcé de tout son poids sur le levier. Les veines de son avant-bras saillaient, la sueur coulait sur son front. Bon sang, c'est du solide. C'est bien un truc du gouvernement. Hâté, il dit, en serrant les dents. Je l'ai aidé, en attrapant aussi le pied de biche. Nous, deux vieillards, avons lutté de toutes nos forces pour ouvrir ce couvercle récalcitrant. Après près d'une demi-heure de coups de marteau et de lutte acharnée, nous avons enfin entendu un grand clac. Le mécanisme de verrouillage intérieur avait cédé. Une odeur de moisie, de vieux papier et de métal oxydé s'est échappée de la fente. Nous nous sommes regardés, essoufflés, mais les yeux pleins de joie. Alain a donné un dernier coup de levier, et le lourd couvercle s'est lentement ouvert dans un grincement sinistre. La main tremblante, j'ai dirigé ma lampe de poche vers l'intérieur du coffre. Mon cœur battait à tout rompre. J'espérais voir l'éclat doré d'un trésor. Alain, retenant son souffle, regardait par-dessus mon épaule. Mais il n'y avait ni or, ni bijoux. Pas un seul lingot, pas un seul billet, pas une seule antiquité de valeur. La lumière de la lampe a révélé un tout autre spectacle. L'intérieur du coffre était tapissé d'un caoutchouc épais jauni par le temps. À l'intérieur, pêle-mêle, il y avait plusieurs boîtes de pellicules de la taille d'un avant-bras, une épaisse liasse de documents jaunis et moisis sur les bords, et des pièces de métal qui ressemblaient à des composants de machines cassées et rouillées. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a crié Alain. Sa voix était pleine de déception et de confusion. « Où est le trésor ? Où est l'or ? Il n'y a que des papiers et de la ferraille. »
Il s'est effondré sur le sol et s'est pris la tête entre les mains. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. L'espoir d'une vie meilleure, tous les avenirs radieux qu'il avait imaginés, tout s'était envolé en un instant. J'étais déçu moi aussi, mais ma curiosité a rapidement pris le dessus. Pourquoi conserver de simples papiers et de la ferraille dans un coffre en fer aussi solide? Il devait y avoir une raison. J'ai prudemment glissé la main à l'intérieur et j'ai sorti la plus grosse liasse de documents. La couverture était en cuir, abîmée par l'eau, mais l'écriture manuscrite soignée était encore lisible. Mission d'exploration géologique marine, 1979, rapport d'activité de la 3e campagne. J'ai tourné les pages jaunies une à une. Elles étaient remplies de chiffres, de schémas techniques, de graphiques complexes et de notes que je ne comprenais pas. Mais une chose était sûre, ce n'était pas un simple tas de papier. C'était un dossier de recherche scientifique. Ces pellicules devaient être des enregistrements vidéo, et ces pièces de métal, des composants d'un appareil important. Monsieur Guérin et Duval avaient eu raison. C'était bien un objet appartenant à une institution importante. « Yves, regarde ça !» a soudain crié Alain. Il avait sorti du fond du coffre un grand rouleau de papier enveloppé dans un plastique épais. Nous l'avons déroulé avec précaution. C'était une carte marine détaillée de la côte devant chez nous, mais elle était différente des cartes que nous utilisions. En plus de la longitude et de la latitude, il y avait de nombreux symboles étranges, des chiffres indiquant la profondeur et des zones entourées en rouge. En particulier, une large zone non loin de nos lieux de pêche habituels était marquée d'une étoile, avec à côté cette note manuscrite, « Zone prometteuse en ressources minérales. Exploration complémentaire nécessaire. » Alain et moi nous sommes regardés, sans voix. Ressources minérales. Que ce soit de l'or ou autre chose, nous avons compris que nous tenions entre nos mains un secret bien plus grand qu'un simple trésor. C'était le résultat d'une grande recherche scientifique perdue depuis plus de 40 ans, et cette carte pouvait ouvrir un avenir complètement différent à notre pauvre village de pêcheurs. La vérité était si inattendue qu'elle nous a laissés stupéfaits. À l'aube, Alain et moi étions assis, abattus, à côté du coffre ouvert dans l'entrepôt. La découverte de la nuit avait mis nos esprits en désordre. Un mélange de joie, de choc et de peur. Nous avions brisé notre promesse et ouvert le coffre. Que devions-nous faire maintenant? Alors que nous étions désemparés, nous avons entendu des bruits de voitures à l'entrée du village. Cette fois, il n'y en avait pas une, mais plusieurs. J'ai eu l'intuition qu'ils étaient là. Et en effet, un instant plus tard, Duval, le maire et un groupe d'inconnus ont fait irruption dans l'entrepôt. En tête, il y avait un vieux monsieur aux cheveux blancs, avec d'épaisses lunettes. Il avait l'air d'un universitaire, mais sa démarche était rapide et pleine de vigueur. Les jeunes qui le suivaient portaient toutes sortes de mallettes métalliques. Les villageois curieux s'étaient aussi rassemblés autour de l'entrepôt. En voyant le cadenas cassé et le coffre grand ouvert, le visage de Duval s'est décomposé. Il m'a regardé avec un mélange de colère et de déception. Le maire était blanc comme un linge. Je savais que j'avais tort, mais j'ai essayé de garder mon calme. Je me suis levé et j'ai dit « Messieurs, je suis désolé de ne pas avoir tenu ma promesse. » Mais la situation était devenue intenable. Avant même que j'aie fini ma phrase, le vieux monsieur aux cheveux blancs a bousculé Duval et s'est précipité vers le coffre. Il ne s'est pas soucié du fait que le coffre était cassé. Son regard était fixé sur son contenu. Sa main vieille et tremblante a soulevé avec précaution une boîte de pellicules, puis le rapport que j'avais lu la nuit précédente. Il a tourné les pages une à une, plissant les yeux derrière ses épaisses lunettes. Soudain, ses épaules se sont mises à trembler. 2 larmes ont coulé sur ses joues ridées. Il a serré la liasse de documents contre sa poitrine et a dit d'une voix brisée « On l'a retrouvé. C'est bien ça. 40 ans. Après 40 ans, on l'a enfin retrouvé. » Le silence était total dans l'entrepôt. Tous les regards étaient tournés vers le vieil homme. Duval s'est approché et a demandé prudemment « Professeur Dubois, ce sont bien les archives de notre institut ?» Le vieil homme, que Duval a appelé professeur Dubois, a hoché la tête à plusieurs reprises et a dit d'une voix toujours étranglée par l'émotion « Oui, sans aucun doute. Ce sont tous les résultats de la campagne d'exploration de 1979 menée par le regretté professeur Martin et ses collègues. Nous pensions que tout avait été perdu à jamais dans la mer lors de la tempête. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru revoir ça un jour. » Puis, le professeur Dubois s'est tourné vers Alain et moi.
Dans ses yeux, il n'y avait aucun reproche, seulement une immense gratitude. Il a serré ma main rude et a dit « Merci. Merci, infiniment. Messieurs, vous ne vous rendez pas compte de la grandeur de votre geste. Ces archives sont un trésor inestimable. Ce n'est pas seulement l'héritage de notre Institut de recherche marine, c'est un patrimoine national. Ces données vont nous aider à étudier les changements géologiques du plateau continental, à prévoir les catastrophes naturelles et à ouvrir de nouvelles voies pour l'économie maritime de notre pays. La nation et le peuple n'oublieront jamais ce que vous avez fait. » Les mots du professeur Dubois m'ont laissé sans voix. J'ai regardé Alain, qui me regardait aussi d'un air hébété. Nous, deux vieux pêcheurs ignorants, nous n'avions fait qu'avoir de la chance, et on nous disait que nous avions accompli un acte si grand. Ce tas de papier et de ferraille que nous avions failli jeter était un patrimoine national. Cette vérité était encore plus choquante que la découverte d'un coffre rempli d'or. Toute ma culpabilité et ma peur se sont envolées en un instant. À la place, j'ai ressenti une étrange fierté et une grande légèreté. L'histoire du coffre aux archives scientifiques a été rapidement éclaircie. Toutes les rumeurs de radioactivité, de contrebande, de trésors ont éclaté comme des bulles de savon. À la place, les villageois ont commencé à nous regarder, mes compagnons et moi, avec admiration et respect. Ceux qui la veille voulaient me chasser du village, aujourd'hui, quand ils me croisaient, baissaient la tête pour me saluer, s'excusant et me félicitant. Je les comprenais. Ils n'avaient pas agi par méchanceté, mais par peur. C'est ainsi qu'est le cœur des hommes. Facilement influencé par les fausses rumeurs, mais retrouvant facilement sa bonté une fois la vérité révélée. Une semaine plus tard, la préfecture a organisé une grande cérémonie de remise de récompenses dans la cour de la salle des fêtes de notre village. Alain, Pierre, Jean-Marie et moi, nous sommes montés sur l'estrade, vêtus de costumes neufs que nous n'aurions jamais eu les moyens de nous offrir. Sous les yeux du préfet, du maire, des scientifiques de l'Institut de recherche marine et de tout le village, nous avons reçu la médaille du mérite civique et une prime de 150 000 €. Tenant la médaille et cette somme énorme dans mes mains, je tremblais et je ne trouvais pas mes mots. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la décision de l'Institut de recherche. Le professeur Dubois a annoncé solennellement qu'il me nommait conseiller honoraire de l'Institut afin que je puisse partager mon expérience de la pêche avec les jeunes scientifiques. Moi, un vieux pêcheur, conseiller d'un grand institut de recherche. C'était un honneur que je n'aurais jamais imaginé, même en rêve. Mais la plus grande récompense était encore à venir. Quelques mois plus tard, sur la base de la carte marine et des données du coffre, l'Institut de recherche et les autorités maritimes ont mené une grande campagne d'exploration. Et ils ont effectivement trouvé ce que la carte indiquait. Ce n'était pas un gisement de minéraux. Pour nous, pêcheurs, c'était un trésor bien plus précieux. Un nouveau et immense lieu de pêche, une zone regorgeant de ressources halieutiques. Le jour où les bateaux de Kéravel sont revenus de cette nouvelle zone pour la première fois, le quai a explosé de joie. Les cales de tous les bateaux étaient pleines à craquer de poissons de grande valeur. Des poissons qu'auparavant, il fallait aller chercher très loin ou avoir beaucoup de chance pour en attraper. La vie à Kéravel a complètement changé. Chaque famille avait de quoi vivre décemment, et les vieilles chaumières ont été remplacées par de belles maisons neuves. Mais le plus important, c'est que les jeunes du village, y compris mon fils Julien, n'avaient plus besoin de partir en ville pour trouver du travail. Ils sont revenus au pays, ont acheté des bateaux et ont commencé à travailler la mer avec leur père. Chaque soir, j'écoutais les rires qui fusaient sur le quai et le bruit des filets qu'on remonte. Depuis ce jour, la vie de notre vieux couple a aussi changé. Avec la prime, nous avons rénové la maison et acheté des appareils électroménagers modernes. Mon fils Julien aussi est devenu un travailleur acharné. Il s'est associé avec des amis pour acheter un plus grand bateau équipé d'un sonar dernier cri. Ce n'était plus le jeune homme insouciant et avide d'argent. Il avait compris la valeur du travail et de l'effort. Voir mes enfants réunis et vivre en harmonie me réchauffait le cœur. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé, mon amour pour la mer. Malgré mon âge et mon titre de conseiller, je ne pouvais pas m'arrêter de sortir en mer. Je continuais de prendre le large avec mes vieux amis sur notre fidèle vent d'espoir. Mais maintenant, mes sorties n'étaient plus seulement pour gagner ma vie. J'y allais pour sentir, écouter et chercher les nouvelles choses que l'immensité de l'océan cachait encore. Parfois, j'emmenais avec moi de jeunes chercheurs de l'Institut et je leur apprenais à lire les marées, à interpréter les vagues, à repérer les bancs de poissons.
et je leur racontais l'histoire du coffre en fer, notre incroyable épopée. Quand je suis seul à la proue, à regarder le soleil se coucher, je pense souvent à ce vieux coffre. Il ne m'a pas apporté d'or, mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux. Il a apporté la prospérité à notre village, et il a donné un avenir à la jeune génération. Il m'a apporté la fierté et le respect des gens, et le plus important, c'est qu'il m'a enseigné une profonde leçon sur la vraie valeur de la vie. Le plus grand trésor n'est pas celui qu'on peut garder pour soi, mais celui qu'on peut partager pour apporter le bonheur à tous. Mon histoire a ensuite été écrite par des journalistes et s'est répandue dans tout le pays, inspirant de nombreuses personnes. L'histoire de la découverte extraordinaire d'un simple vieux pêcheur. La preuve que les choses les plus précieuses viennent des endroits les plus inattendus. Et que si l'on a un cœur honnête et généreux, la mer ne vous abandonne jamais.